If any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story. I'm a black man in a white world. Most of the white Americans I've ever encountered, sure, they have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. Really a kind of apathy and ignorance. You don't know what's happening on the other side of the wall because you don't want to know. In America, I was free only in battle, never free to rest. We need to take action, any kind of action, by any means necessary. They needed us to pick the cotton, and now they don't need us anymore. Now they don't need us, they're going to kill us all off. There are days when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. I can't be a pessimist because I'm alive. The question you've got to ask yourself, the white population of this country's got to ask itself, is why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger, I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. And you got to find out why. And the future of the country depends on that. Merci pour ce film bouleversant. Première question, je me permets de la poser, en passant des images d'archives des années 50-60 au texte de James Baldwin de 79, aux images d'actu des 2-3 dernières années, on a une sorte d'impression d'histoire immobile, c'est-à-dire que malgré les changements, avec les droits civiques, avec un président noir, avec tout récemment une consécration hollywoodienne pour plusieurs films de réalisateurs noirs, que malgré ces changements, le fond ne change pas. Est-ce que c'est, à votre avis, le point de vue, est-ce que ce serait le point de vue de Baldwin sur notre présent, et est-ce que c'est votre point de vue? Il est clair que je souscris totalement au dialogue de Baldwin. L'idée même de faire ce film résulte de ce constat qu'en effet, on n'avançait pas, et que fondamentalement, rien n'avait bougé malgré un Obama, et que quand on prend n'importe quelle statistique des États-Unis ou d'ailleurs d'Europe, on se rend compte que l'avancement des communautés pauvres, des communautés étrangères, des communautés indiennes, etc., leurs conditions de vie se sont détériorées. Quand on voit l'état des habitations, l'état des écoles, les conditions à vue d'œil sont terribles. Donc c'est une réalité. Et malheureusement, les 30 dernières années et quelques, on s'est laissé prendre par cette confusion d'idées fausses, cette ignorance qui montait. La presse jouant aussi un rôle là-dedans. Donc pour moi, retourner à Baldwin, c'était comment retourner aux fondamentaux. Comment prendre un peu de distance et voir ce qui se passe aujourd'hui dans une perspective historique. On se rend compte que les paroles de ce film, James Baldwin les a écrites il y a à peu près 50 ans. Et elles sont tout aussi vives, rigoureuses, radicales. On a constaté dans ces films une superposition aussi des discours politiques pour la même cause, par trois personnages emblématiques des luttes pour le droit civique. Est-ce que c'est une façon de mettre en perspective trois différentes postures politiques, de combat ou des stratégies à mener lorsqu'on est face à une réalité qui est là, mais qu'on perçoit différemment ou pas?
Il y a un mot qui n'est pas prononcé dans le film, mais je pense qu'il fait partie du regard de Baldwin, c'est le dialectisme. C'est-à-dire que des vérités peuvent exister l'une à côté de l'autre, même quand elles s'opposent, et à elles deux forment une vérité. Et ils forment la réalité surtout. Et c'était important dans le film de montrer que ces moments évoluent, de montrer que Martin Luther King, en effet, il a été ce pasteur non violent qui prêchait l'amour du prochain et qu'il y a cru et qui s'est défendu pour ça, il y a perdu sa vie. Et que Malcolm X avait un discours plus radical, voire raciste par moments, puisqu'il était à l'intérieur d'une organisation qui avait aussi des relents racistes. Mais c'était une manière de voir le combat, et tous les deux avaient leur légitimité. Mais ce que le film raconte aussi, c'est leur évolution. Et une évolution que l'Amérique a préféré ignorer après, puisqu'on construit des statues pour Martin Luther King, mais on construit des statues pour le gentil prêcheur. Et on oublie que les 2 dernières années de sa vie, il a été extrêmement radical. Et c'est une référence aussi, le fait qu'il n'y a pratiquement aucune statue pour Malcolm X, alors que Malcolm X avait lui aussi évolué. Il a compris que le combat politique devait s'élargir à d'autres terrains et que la notion de race était assez réduite par rapport au combat qu'il devait y avoir. Ils se sont rapprochés à une notion de classe. Et les deux se sont rapprochés. Et cette photo où il se serre la main est une photo éminemment symbolique. Et donc voilà, c'est bien d'opposer ces discours à un moment de leur vie, et puis c'est bien de montrer que ce discours a évolué et que ça a des conséquences aussi, puisque les deux sont certainement assassinés parce que leur discours était devenu dangereux pour le système. Comment est-ce que le film a été accepté aux États-Unis et est-ce que c'est accessible? La première du film mondial a été au Festival de Toronto, qui est l'un des plus importants festivals du monde, et nous avons eu le prix du meilleur documentaire. Donc à partir de là, c'était parti. Le film est sorti le 3 février aux États-Unis, sur 40 écrans. La plupart des séances étaient complètes. Et ensuite, ils sont passés à 150 villes, ensuite à 300 villes. Et aujourd'hui, le film est le film indépendant qui a la plus grosse recette aux États-Unis.